La tombe perdue d'Alexandre le Grand. Il existe des tombeaux que le temps a oubliés, et d'autres que le monde n'a jamais cessé de chercher. Parmi eux, un nom résonne à travers les siècles. Alexandre le Grand, le conquérant des conquérants, l'homme qui rêvait de relier l'Orient et l'Occident sous un même empire. Un visionnaire qui, avant ses 33 ans, avait redessiné le visage du monde antique. Et pourtant, de lui, il ne reste aucun corps, aucune sépulture, aucune trace certaine. Seulement un mythe, celui de la tombe perdue d'Alexandre. Les chroniques antiques racontent que le roi mourut à Babylone en 323 avant notre ère. Une mort soudaine, mystérieuse, fièvre, poison ou malédiction. Nul ne le sait vraiment. Ce que l'on sait, c'est que son corps fut embaumé dans du miel et placé dans un cercueil d'or massif, orné de pierres précieuses. Un cortège funéraire digne d'un dieu. Mais où repose aujourd'hui le maître du monde antique? Les textes disent, en Égypte, dans la cité qu'il avait lui-même fondée, Alexandrie. Imagine un instant. Les rues de la ville vibrent du pas des marchands et des soldats grecs. Au centre, un mausolée resplendit sous la lumière brûlante du soleil. Des colonnes de marbre, des fresques dorées. Et, au cœur du sanctuaire, le sarcophage du conquérant. Les empereurs romains s'y rendent pour s'incliner devant lui. César, Auguste, Caligula, tous auraient vu son corps. Certains disent même qu'ils ont touché son visage embaumé. Et puis, plus rien. Silence. La tombe disparaît des archives, des mémoires, du monde. Pendant 2000 ans, les chercheurs l'ont traqué. Sous les ruines d'Alexandrie, dans les catacombes, sous les mosquées, sous la mer. Des fouilles ont révélé des murs engloutis, des corridors brisés. Des fragments de statues grecques noyés dans la boue du delta. Mais jamais, jamais, le sarcophage d'Alexandre. Alors la question demeure. Où est-il? Certains archéologues pensent que la tombe fut détruite lors des tremblements de terre qui ont ravagé Alexandrie. D'autres affirment qu'elle a été déplacée par les Romains, puis par les Byzantins, et qu'elle dort désormais sous des couches de sable, sous des palais effondrés, ou peut-être même sous les fondations d'une mosquée oubliée. Mais il existe d'autres théories, plus étranges, plus dérangeantes. Une légende raconte qu'après la mort d'Alexandre, son cercueil fut intercepté sur la route de Babylone à la Macédoine. Ptolémée, son ancien général devenu roi d'Égypte, aurait détourné la procession et emmené le corps à Memphis, puis à Alexandrie, pour l'installer dans un tombeau royal, symbole de pouvoir. Mais certains textes arabes, bien plus tardifs, murmurent autre chose. Ils parlent d'une seconde sépulture, cachée loin de la ville, dans un temple du désert, gardé par des prêtres muets, où nul n'a jamais pénétré sans disparaître. Les moines coptes de l'Antiquité évoquent un roi couché sous la mer. Des chroniqueurs byzantins parlent d'une crypte scellée, ensevelie par un séisme, sous les eaux d'un port englouti. Et même Napoléon, en Égypte, aurait confié à ses officiers: si je trouve la tombe d'Alexandre, je serai son successeur. Mais au-delà du mystère archéologique, il y a le symbole. Pourquoi cette tombe fascine-t-elle tant? Pourquoi tant d'hommes, depuis 2 millénaires, la cherchent-ils encore? Parce que la tombe d'Alexandre, c'est plus qu'un tombeau. C'est une porte entre les mondes, entre l'histoire et la légende. C'est la promesse d'un secret plus ancien que la conquête elle-même, celui de l'immortalité. Les anciens disaient qu'Alexandre ne mourut jamais, que son corps fut gardé dans un état de perfection, comme si la mort elle-même n'avait pas osé le toucher. Certains textes grecs affirment qu'il respirait encore. Et dans les traditions orientales, il devint un être quasi divin, un voyageur entre les mondes, gardien de savoirs perdus. Aujourd'hui encore, les archéologues égyptiens creusent sous les rues d'Alexandrie. Les technologies modernes, radars, sonars, imagerie 3D, ont révélé des cavités profondes sous les fondations antiques. Des tunnels, des chambres scellées. Mais le sol de la ville est instable, saturé d'eau. Et chaque fouille menace d'effondrer des quartiers entiers. Ainsi, le mystère demeure. Certains pensent qu'elle a été volontairement cachée, que ses secrets étaient trop grands pour être révélés, que son tombeau abrite des artefacts ou des textes, capables de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Mais peut-être que la vraie question n'est pas où se trouve la tombe, mais pourquoi elle a disparu. Peut-être fallait-il que l'homme qui voulut devenir un dieu soit effacé pour redevenir une légende. Peut-être que le destin voulait que son corps se dissolve dans la mémoire, pour que son nom, lui, demeure immortel. Car au fond, Alexandre n'a jamais eu besoin de tombe.
Son empire est devenu son sépulcre. Et son souvenir, gravé dans la pierre et les rêves des hommes, est plus durable que l'or de son cercueil. Alors, la prochaine fois que tu regarderas une carte du monde, souviens-toi, chaque frontière, chaque nom, chaque langue porte encore l'ombre d'Alexandre. Et quelque part, sous les sables ou les vagues d'Alexandrie, peut-être repose toujours le roi sans tombe, dans un silence que ni le temps, ni la gloire n'ont pu effacer. La tombe perdue d'Alexandre le Grand. Un mystère qui ne demande qu'à être réveillé. L'énigme des Sumériens. Bien avant les pyramides, bien avant Rome, Babylone ou même l'Égypte des pharaons, il existait un peuple qui, sans bruit, inventa presque tout ce que nous appelons civilisation. L'écriture, les lois, les villes, les dieux. Et pourtant, ce peuple demeure une énigme. On les appelle les Sumériens. Il y a plus de 5000 ans, dans la plaine aride de Mésopotamie, l'actuel sud de l'Irak, entre les fleuves Tigre et Euphrate, apparut soudainement une société que rien ne semblait avoir préparée. Des temples surgissent du désert. Des canaux d'irrigation découpent la terre comme un réseau vivant. Des tablettes couvertes de signes racontent des histoires. Règles des dettes, consignes des traités, des prières, des rêves. Mais le plus étrange, c'est que les Sumériens n'ont pas de commencement. Ils apparaissent dans l'histoire, tout simplement, sans trace de transition, sans origine claire, comme s'ils étaient venus d'ailleurs. Les archéologues, au XIXe siècle, ont d'abord cru à une erreur. Comment un peuple aussi ancien pouvait-il connaître la roue, la métallurgie, la médecine, la géométrie et même l'astronomie? Sur leurs tablettes d'argile, les Sumériens décrivaient les planètes du système solaire, y compris celles que l'œil nu ne peut voir. Comment? Avec quels instruments? Et pourquoi, dans leurs textes, les étoiles sont-elles souvent appelées les demeures des dieux? Ils disaient que leur savoir venait des Anunnaki, des êtres descendus du ciel, des divinités venues apporter la lumière de la connaissance aux hommes. Dans leurs mythes, ces êtres enseignèrent aux humains l'agriculture, la loi et l'écriture. Certains y voient la simple naissance de la mythologie. D'autres y discernent la trace d'un contact oublié, un écho d'événements réels que le temps a transformés en légende. Les Sumériens écrivaient sur des tablettes d'argile à l'aide d'un calame. Ces tablettes, séchées au soleil, sont nos premières bibliothèques. Elles contiennent des hymnes, des traités, des listes de rois et même des récits d'un déluge universel, des siècles avant la Bible. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'un des textes les plus anciens du monde, on raconte l'histoire d'un roi à la recherche de l'immortalité et d'un survivant du grand déluge prévenu par les dieux. Cette histoire, presque identique à celle de Noé, prouve que nos mythes les plus connus plongent leurs racines dans la mémoire sumérienne. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est la précision avec laquelle ces récits décrivent le ciel, la terre et le temps. Les prêtres sumériens calculaient les mouvements de la lune avec une exactitude fascinante. Leur calendrier lunaire était plus précis que celui utilisé en Europe jusqu'au Moyen Âge. Comment un peuple si ancien pouvait-il connaître la durée de l'année solaire, le cycle de Vénus ou l'inclinaison de la Terre? Simple observation ou héritage d'un savoir venu d'un âge antérieur, perdu dans les sables de l'histoire? Et puis, il y a la langue, le sumérien, un idiome isolé, sans parenté connue, sans racines communes. Aucune autre langue humaine n'y ressemble, ni sémitique, ni indo-européenne. C'est comme un code apparu du néant. Certains linguistes ont tenté de le relier à des langues d'Asie centrale, d'autres à des idiomes perdus du Caucase. Mais rien n'a jamais été prouvé. Le mystère demeure. On a voulu croire que les Sumériens descendaient de tribus plus anciennes de la région. Mais leurs villes, Ur, Uruk, Lagash, Eridu, semblent être nées d'un coup, sans évolution progressive. Des villes planifiées, construites avec des ziggourats gigantesques. Ces pyramides à degrés qui pointent vers le ciel, comme si elles servaient de pont entre les dieux et les hommes. Et si les Sumériens n'étaient pas les premiers, mais les héritiers d'un monde oublié? Et si leur civilisation était la rémanence d'une autre, disparue bien avant, peut-être engloutie, et dont ils auraient conservé le souvenir? Les mythes sumériens parlent d'un temps où la connaissance fut donnée, puis retirée aux hommes, un temps où la terre fut ravagée par le feu et l'eau, un temps de recommencement. Et dans plusieurs textes, le mot recréation apparaît, comme si l'humanité avait été façonnée de nouveau après un cataclysme.
Les dieux Anuna, disent-ils, ont façonné l'homme dans l'argile mêlée de sang divin. Une métaphore ou une allusion à une science que nous ne comprenons pas encore. Au cœur des ruines d'Uruk, les archéologues ont trouvé une tablette gravée d'un seul mot. Me. Un mot sacré, intraduisible, désignant à la fois la loi, le savoir et l'ordre cosmique. Les me étaient, selon les Sumériens, les principes de toute civilisation. Des codes mystérieux que les dieux détenaient et transmettaient à ceux qu'ils jugeaient dignes. Peut-être la première idée d'une technologie divine. Aujourd'hui, plus de la moitié des textes sumériens retrouvés restent encore non traduits. Des milliers de fragments attendent dans des musées, empilés, ignorés, poussiéreux. Et peut-être, parmi eux, se trouve une clé. Un indice capable d'expliquer non seulement qui étaient les Sumériens, mais aussi d'où vient notre propre humanité. Car ils ne se voyaient pas comme les premiers hommes. Ils se disaient les récipiendaires, ceux à qui quelque chose fut donné. Mais donné par qui? Alors, quand tu regardes une tablette d'argile brisée dans un musée, pense à cela. Ces symboles sont les échos d'un monde que le temps n'a pas entièrement effacé. Un monde où science et divinité se confondaient, où les étoiles étaient des maîtres, et où l'écriture fut inventée pour ne pas oublier les dieux. Les Sumériens ont disparu. Leur empire s'est effacé sous les dunes. Mais leurs mots, eux, résonnent encore. Dans chaque alphabet, dans chaque prière, dans chaque pierre que l'on dresse vers le ciel. Leur histoire nous rappelle que le commencement de la civilisation est peut-être aussi le souvenir d'une autre, celle d'un âge oublié, où l'humanité savait des choses qu'elle n'est plus capable de comprendre. Les Sumériens, un peuple sans origine, des dieux venus du ciel, et un mystère qui, après 5 millénaires, refuse encore d'être résolu. Le manuscrit de Voynich. Certains livres racontent des histoires, d'autres les dissimulent. Parmi les milliers de manuscrits découverts à travers les siècles, un seul défie encore la logique, la science et la raison. Un livre sans auteur connu, sans langue identifiable, sans explication. On l'appelle le manuscrit de Voynich. Tout commence en 1912, dans une vieille villa italienne proche de Rome. Un libraire polonais du nom de Wilfried Voynich y achète une collection de livres anciens. Parmi eux, un volume attire aussitôt son attention. Il est relié de cuir, jauni par le temps. À l'intérieur, près de 240 pages, remplies de dessins étranges et de symboles incompréhensibles. Des femmes nues flottant dans des bassins verts, des plantes qui n'existent pas, des constellations inconnues, et surtout, une écriture fluide, régulière, comme si elle avait été soigneusement tracée par une main humaine, mais dans une langue que personne n'a jamais parlé. Voynich venait, sans le savoir, de réveiller l'un des plus grands mystères de l'histoire. Le livre fut aussitôt examiné par des experts, des linguistes, des cryptographes. Tous pensaient, au départ, qu'il s'agissait d'un simple canular médiéval. Mais plus ils l'étudiaient, plus ils comprenaient qu'ils avaient affaire à quelque chose d'inédit. L'écriture, désormais appelée voynichaise, ne ressemble à aucun alphabet connu. Pas latin, pas grec, pas arabe. Et pourtant, elle possède une structure grammaticale cohérente. Un rythme, une syntaxe, comme une langue réelle. Les mots semblent obéir à des règles. Les répétitions ne sont pas aléatoires. Il y a une logique cachée. Mais laquelle? Le manuscrit est divisé en plusieurs sections. Chaque partie semble traiter d'un thème différent. Les analyses au carbone 14 ont daté le parchemin entre 1404 et 1438. Le manuscrit est donc authentiquement médiéval. Mais cela ne résout rien. Personne ne sait qui l'a écrit, ni pourquoi. Certains pensent à un érudit oublié, un alchimiste cherchant à protéger ses découvertes. D'autres, à un code diplomatique du Saint-Empire romain. Et d'autres encore, à un message venu d'ailleurs. Car le contenu du livre semble décrire un monde parallèle au nôtre. Des plantes d'une autre terre, des étoiles d'un autre ciel, des anatomies impossibles comme issues d'une biologie étrangère. Les meilleurs cryptographes du XXe siècle s'y sont cassés les dents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services de décryptage de l'armée américaine, ceux-là même qui ont percé les codes nazis, ont tenté de le traduire. Sans succès, le code du Voynich résiste à toutes les logiques humaines. Certains chercheurs ont voulu y voir une supercherie géniale, mais les analyses statistiques du texte montrent le contraire. Le voynichaise obéit à une structure linguistique si complexe qu'elle dépasse la simple invention. C'est une langue,
mais une langue qui n'existe nulle part sur Terre. Et puis, il y a les dessins. Les plantes ne correspondent à aucune espèce connue, mais certaines ressemblent à des hybrides, comme si l'auteur connaissait la génétique. Des siècles avant qu'elle n'existe, les diagrammes astronomiques, eux, décrivent un cosmos vivant, organique, un univers où les étoiles semblent respirer. Et sur certaines pages, des cercles imbriqués rappellent des orbites, autour de ce qui pourrait être un soleil central, mais pas le nôtre. Un détail fascine encore les chercheurs. Les femmes dessinées dans le manuscrit semblent participer à un processus mystérieux. Elles se baignent dans des bassins reliés par des conduits, comme si un fluide, vital, énergétique ou spirituel, circulait entre elles. Certains y ont vu une représentation de la Renaissance ou de la transformation alchimique du corps. D'autres pensent à une métaphore cosmique, l'union du ciel et de la chair. Mais si ce n'était ni un symbole, ni un mythe, et si l'auteur décrivait quelque chose qu'il avait vu, dans un lieu ou un temps qui n'existe plus? Parmi les nombreuses théories proposées, certaines frôlent la science-fiction, que le manuscrit serait le vestige d'une civilisation perdue, ayant codé son savoir avant de disparaître. Ou pire encore, un message destiné à ceux qui viendraient après. Des chercheurs modernes ont même suggéré que le texte pourrait être le résultat d'un langage artificiel, conçu pour coder une connaissance impossible à transmettre autrement. D'autres évoquent une écriture créée par une intelligence non humaine, ou le souvenir d'une expérience visionnaire. Et pourtant, malgré tous ces siècles d'études, le Voynich garde son secret. Chaque tentative de traduction s'effondre dans le vide. Chaque mot s'efface avant de livrer son sens. Aujourd'hui, le manuscrit repose dans la bibliothèque Beinecke de Yale, protégé derrière une vitre, sous une lumière douce. Des chercheurs du monde entier viennent l'observer. Certains y voient un simple puzzle, d'autres un message codé à destination de l'humanité future. Mais une chose est sûre, aucun autre livre n'a jamais dégagé une telle impression de conscience, comme si le texte lui-même savait qu'on l'observe, comme s'il attendait que quelqu'un, quelque part, se souvienne de sa langue. Et parfois, devant ce parchemin jauni, on se surprend à imaginer la main qui l'a écrit. Une main humaine, ou quelque chose d'autre, quelqu'un qui savait, et qui a voulu laisser une trace, avant que le monde n'oublie. Alors, la prochaine fois que tu croises une bibliothèque ancienne, souviens-toi qu'il existe un livre, que personne n'a jamais pu lire. Un livre qui semble vivant, comme s'il respirait sous la poussière des siècles. Le manuscrit de Voynich n'est pas un simple mystère. C'est un miroir tendu à l'humanité. Un rappel silencieux que nous ne comprenons peut-être pas tout ce que nous avons déjà oublié. Le mystère des pyramides de Gizeh. Elles défient le temps, elles défient la raison. Elles sont là, dressées face au désert depuis plus de 4000 ans, comme des gardiennes silencieuses d'un savoir perdu. Les pyramides de Gizeh, 3 géantes de pierre, si précises, si parfaites, qu'aucune explication humaine ne semble vraiment suffire. Elles sont la frontière entre l'histoire que l'on connaît et celle qu'on a oubliée. Le vent du désert les a sculptées, mais n'a jamais effacé leur mystère. La grande pyramide de Khéops, haute autrefois de 146 mètres, était l'édifice le plus imposant du monde pendant plus de 3 millénaires. Et pourtant, même aujourd'hui, nous ne comprenons toujours pas comment elle fut construite. Plus de 2,3 millions de blocs de pierre, certains pesant plus de 70 tonnes, assemblés avec une précision à moins d'1 millimètre. Aucune colle, aucune trace d'outils modernes, et des angles parfaits, alignés sur les points cardinaux avec une exactitude supérieure à celle du méridien de Greenwich. Comment un peuple de l'âge du cuivre a-t-il pu accomplir une telle prouesse? Les égyptologues parlent de rampes, de leviers, de main-d'œuvre. Mais ces explications ne tiennent pas face à la logistique colossale que cela impliquerait. Même avec nos technologies modernes, reproduire une pyramide identique serait presque impossible. Alors, certains chercheurs ont osé une autre hypothèse. Et si les Égyptiens n'étaient pas les premiers à connaître ce savoir? Et si les pyramides étaient les vestiges d'une science antérieure, celle d'une civilisation disparue? Les textes anciens eux-mêmes semblent le suggérer. Les prêtres de l'époque pharaonique parlaient souvent des Shemsuor, les compagnons d'Horus, une lignée de rois semi-divins ayant régné avant l'aube de l'histoire. Ils auraient transmis à l'humanité les secrets de la construction sacrée, des secrets capables de défier le temps. La grande pyramide n'est pas seulement un tombeau.
C'est un livre de pierre. Un message codé dans la géométrie, dans les proportions, dans la lumière du soleil. Son architecture parle en langage mathématique, le seul que le temps ne puisse détruire. Les proportions de Khéops révèlent des coïncidences troublantes. Le rapport entre sa hauteur et la circonférence de sa base correspond à celui entre le rayon et la circonférence d'un cercle parfait. En d'autres termes, la pyramide encode la valeur de. Comment un peuple de 2500 avant Jésus-Christ pouvait-il connaître cette constante mathématique? Et ce n'est pas tout. L'orientation astronomique du monument est si exacte qu'elle semble avoir été calculée à partir des étoiles elles-mêmes. La pyramide est alignée sur la constellation d'Orion, symbole du dieu Osiris, maître de la résurrection. Au moment de sa construction, le couloir principal pointait directement vers l'étoile Alpha Draconi, alors étoile polaire. Coïncidence ou calendrier céleste gravé dans la pierre? Certains ingénieurs affirment que la Grande Pyramide n'a jamais été conçue comme un tombeau. Aucune momie n'y a jamais été trouvée. Pas de hiéroglyphes, pas d'offrande funéraire, pas d'inscription. Rien. Un monument vide, mais pas muet. Son plan intérieur, complexe, fait penser à un circuit énergétique. Des couloirs, des chambres, des conduits qui ne mènent nulle part. Certains scientifiques alternatifs parlent de résonance acoustique, comme si la pyramide pouvait canaliser les vibrations de la Terre. Une machine géante, conçue non pour les morts, mais pour capter une force oubliée. Dans les années 1990, une équipe franco-égyptienne a scanné la pyramide, avec des instruments à muons capables de détecter des cavités cachées. Résultat, une immense salle inconnue, encore inexplorée, dissimulée dans la masse de pierre. Un vide colossal que personne n'avait jamais remarqué. Pourquoi cette pièce? À quoi servait-elle? Et pourquoi personne ne semble vouloir y entrer? Certains murmurent qu'elle pourrait contenir les plans d'une science perdue. Ou pire encore, une révélation sur l'origine même de la civilisation humaine. Les anciens Égyptiens disaient que leurs dieux venaient du ciel, qu'ils étaient descendus dans les barques de lumière. Les temples de Dendera, d'Abydos et de Luxor représentent ces lumières célestes sous forme d'objets volants. Des métaphores, peut-être, mais quand on contemple la perfection mathématique des pyramides, le doute s'installe, et si la véritable fonction des pyramides n'était pas de servir les morts, mais d'enseigner les vivants, regarde la disposition des 3 pyramides de Gizeh, Khéops, Képhren, Mykérinon. Elles sont alignées non pas au hasard, mais selon le schéma exact des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ce même motif se retrouve sur d'autres continents. Au Mexique, dans les temples de Teotihuacan, 2 civilisations séparées par des océans, mais unies par la même géométrie céleste. Coïncidence ou héritage commun d'un savoir primordial? Les prêtres de l'Égypte ancienne disaient que la pierre chantait, que certaines chambres vibraient à des fréquences précises. Quand on y prononçait les mots sacrés, les murs de la chambre du roi, faits de granit d'Aswan, résonnent à 440 Hz, la même fréquence que celle utilisée aujourd'hui pour accorder les instruments de musique. Un hasard ou un langage de fréquence gravé dans la matière? Certains chercheurs modernes, ingénieurs, acousticiens, physiciens, ont émis une théorie vertigineuse. Et si la Grande Pyramide était une machine énergétique, capable de capter et d'amplifier les vibrations telluriques de la Terre, une sorte de générateur antique utilisant la géométrie pour concentrer l'énergie du cosmos? Les chambres, les conduits, les angles, tout semble avoir une fonction précise, comme dans un appareil technologique conçu avec une logique scientifique, mais une science que nous ne comprenons plus, car peut-être, derrière les légendes et les mythes, se cache la vérité la plus simple. Les Égyptiens savaient des choses que nous avons oubliées. Ils comprenaient la pierre, la lumière, la fréquence, et la manière dont l'univers lui-même respire. Les pyramides sont les témoins d'une époque où la science et la spiritualité étaient une seule et même quête, où bâtir un monument, c'était dialoguer avec le ciel. Alors, la prochaine fois que tu verras Gizeh sous le soleil couchant, souviens-toi, ces pierres ne sont pas muettes. Elles parlent. Elles racontent, en silence, une histoire plus ancienne que l'histoire. Une histoire d'hommes qui voulaient défier la mort. Et peut-être retrouver les dieux. Les pyramides ne sont pas seulement un monument. Elles sont une question, une énigme gravée dans la poussière de l'éternité. Et tant qu'elle ne sera pas résolue,
L'humanité ne saura jamais vraiment d'où elle vient. Depuis que l'humanité a appris à écrire, elle a aussi appris à oublier. Entre les lignes de nos livres d'histoire, il existe des silences, des zones d'ombre, des fragments de vérité effacés par le temps, par la poussière ou par la volonté des hommes. On nous enseigne que l'histoire est une suite logique d'événements, des dates, des noms, des batailles. Mais la réalité est bien plus complexe. L'histoire n'est pas une ligne droite, c'est un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, chaque couloir obscur cache une énigme que nos professeurs ont laissée derrière eux. Regardons le passé avec d'autres yeux. Dans les ruines silencieuses d'anciennes civilisations, dans les tablettes brisées, dans les pierres couvertes de symboles oubliés, se cachent des secrets qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir. Certaines structures défient la logique humaine. Des blocs de pierre taillés avec une précision que nos machines modernes peinent à reproduire. Des monuments parfaitement alignés sur des constellations que seules des civilisations dotées d'une science avancée auraient pu connaître. Comment expliquer cela? Comment un peuple sans électricité, sans acier, sans outils modernes, aurait-il pu soulever des pierres de plusieurs tonnes? Ou dessiner des cartes du monde avec une précision géographique que l'on ne maîtrisait pas avant l'ère spatiale? Les archéologues, les historiens, les sceptiques cherchent des réponses rationnelles. Mais parfois, la rationalité ne suffit pas. Il faut accepter que certaines choses échappent encore à notre compréhension. Des connaissances perdues, des savoirs cachés, des héritages effacés par la mémoire du monde. Imagine, sous les sables du désert, sous les jungles épaisses, sous les mers silencieuses, des vestiges attendent. Des cités entières, englouties, oubliées, patientes depuis des millénaires, comme si elles attendaient que quelqu'un ose enfin les réveiller. Pourquoi tant de découvertes disparaissent-elles mystérieusement des archives officielles? Pourquoi certains artefacts, une fois mis au jour, sont-ils aussitôt classés, enfermés et jamais exposés? Et si l'histoire telle qu'on nous l'a racontée n'était qu'une version incomplète ou délibérément simplifiée? Les anciens Égyptiens parlaient d'un temps avant les pharaons, d'un âge où les dieux marchaient parmi les hommes. Les textes sumériens décrivent des êtres venus du ciel, porteurs de connaissances. Les légendes grecques, mayas, indiennes racontent toute la même chose, un âge d'or oublié, brisé par un cataclysme. Des mythes ou des souvenirs déformés d'un passé réel, plus ancien que tout ce que nous imaginons? Les murs des temples sont pleins de symboles que la science moderne ne comprend toujours pas. Des spirales, des chiffres, des formes répétées à travers le monde entier. D'un continent à l'autre, les civilisations qui ne se sont jamais rencontrées ont pourtant laissé les mêmes signes. Pourquoi? Simple coïncidence ou trace d'une origine commune? D'un savoir universel perdu? Certains chercheurs parlent d'une civilisation mère. Une société disparue il y a plus de 12 000 ans, bien avant l'Égypte, bien avant Sumer. Une société dont les survivants auraient transmis leurs connaissances aux peuples du monde entier. Atlantide, Mu, Lemuria. Des noms qui font rêver, mais qui troublent aussi, car sous la fiction, il y a parfois un écho de vérité. Chaque découverte archéologique est un morceau du puzzle. Mais plus on assemble les pièces, plus le tableau devient étrange. Des anomalies magnétiques sous les pyramides. Des constructions submergées au large du Japon et de Cuba. Des inscriptions en langues inconnues dans des grottes d'Europe et d'Asie. Le passé murmure et nous ne savons plus écouter. Regarde autour de toi. Les musées sont pleins d'objets dont on ignore encore la fonction. Des disques gravés, des mécanismes impossibles, des outils sans équivalent. Pourtant, ces choses ont existé. Quelqu'un les a créées. Quelqu'un savait. Et si notre civilisation moderne n'était pas la première? Et si d'autres, avant nous, avaient déjà atteint des sommets de science, avant de tout perdre? Des guerres, des catastrophes, des changements de climat, des oublis. L'humanité aurait pu renaître plusieurs fois, effaçant à chaque cycle sa propre mémoire. Les anciens semblaient le savoir. Ils construisaient pour l'éternité. Les pyramides, les temples, les mégalithes. Pas pour les vivants, mais pour ceux qui viendraient après. Comme s'ils voulaient laisser un message. Un avertissement. Un souvenir. Mais aujourd'hui, nous ne savons plus lire leur langage. Nous avons perdu la clé. Et pourtant, parfois, un fragment refait surface, une tablette, un texte, une légende. Et pendant un instant, le voile du temps se soulève, laissant entrevoir une vérité plus vaste, plus profonde. C'est cela, le cœur de notre quête. Regarder l'histoire non comme un récit figé,
mais comme un mystère vivant. Une énigme que chaque génération doit réinterpréter. Car ce que ton professeur t'a enseigné n'est qu'une partie du tout. Et dans les interstices du savoir officiel se cachent des histoires que même les rois ont voulu oublier. Alors, prépare-toi à voyager, à descendre dans les catacombes du passé, à suivre les traces effacées des civilisations qui ont bâti le monde avant nous. Ce que tu découvriras peut bouleverser ta vision de l'histoire, et peut-être même de l'humanité elle-même. Car au fond, le plus grand mystère de tous n'est pas ce que nous avons perdu, mais pourquoi nous l'avons oublié. La machine d'Anticythère, l'ordinateur des dieux. Au fond des eaux turquoises de la mer Égée, près de l'île d'Anticythère, reposait depuis 2000 ans un secret mécanique, un objet si avancé qui ne devrait pas exister. On l'appelle la machine d'Anticythère, un amas de bronze rongé par le sel, découvert par hasard en 1901 par des pêcheurs d'éponges. Mais à l'intérieur de cette corrosion, les archéologues allaient bientôt découvrir quelque chose qui défiait toute logique. Une fois nettoyée, la machine révéla un enchevêtrement d'engrenages, de roues dentées et de cadrans d'une complexité inimaginable. Certains engrenages étaient si petits, si précisément taillés, qu'ils semblaient provenir d'un atelier d'horlogerie moderne. Mais cet artefact datait du I siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs de l'Antiquité ne disposaient pas de machines à vapeur, ni d'outils d'usinage de précision. Et pourtant, ce mécanisme contenait plus de 30 engrenages interconnectés, organisés pour calculer les mouvements du Soleil, de la Lune, et même des planètes connues à l'époque. Un ordinateur analogique antique, capable de prédire les éclipses, les cycles lunaires et les dates des Jeux olympiques. Comment cela était-il possible? Le plus troublant, c'est que rien de semblable n'a jamais été retrouvé ailleurs, ni avant, ni pendant les 1000 années qui ont suivi. C'est comme si cette invention avait surgi du néant, brillé un instant, puis disparu de l'histoire. Les chercheurs modernes s'accordent. Le niveau de savoir nécessaire pour concevoir un tel mécanisme aurait exigé une maîtrise des mathématiques, de l'astronomie et de la métallurgie, bien supérieure à ce que l'on attribue aux Grecs de cette époque. Alors d'où venait cette connaissance qu'il avait transmise? Certains historiens y voient la main du génie grec Archimède, le savant de Syracuse, dont les écrits décrivent déjà des sphères mécaniques, capables de reproduire les mouvements célestes. Mais la machine d'Anticythère est encore plus précise, plus fine, comme si elle avait été conçue avec des outils que la science antique ne possédait pas. Les inscriptions gravées sur le boîtier, rédigées en grec ancien, parlent de cycles, de phases, de constellations. Mais certaines lettres sont d'une taille inférieure à 1 mm, impossible à graver sans lentille ou sans instrument d'optique avancé. Et pourtant, tout cela date de plus de 2 millénaires. Lorsque les rayons X ont pénétré la carcasse oxydée en 2005, ils ont révélé un système de calcul si complexe qu'il a fallu des années pour le modéliser. Des engrenages différentiels, des indicateurs multiples et un codage de cycles lunaires fondé sur la théorie de Hipparque. Le niveau de précision rivalise avec les montres du VI siècle. Comment un tel bond technologique a-t-il pu apparaître dans un monde encore dominé par les outils en pierre et en bronze? Et surtout, pourquoi aucune trace de cette technologie n'a survécu après? La théorie la plus fascinante suggère qu'il ne s'agissait pas d'un artefact isolé. Peut-être existait-il tout un savoir mécanique perdu, transmis dans les écoles secrètes d'Alexandrie, ou conservé dans les bibliothèques du monde antique. Lorsque la grande bibliothèque d'Alexandrie brûla, des milliers de manuscrits disparurent à jamais. Et avec eux, peut-être, les plans des machines les plus sophistiquées jamais imaginées par l'homme. La machine d'Anticythère serait alors le seul fragment survivant d'une civilisation plus avancée qu'on ne l'a jamais admis. D'autres, plus audacieux encore, parlent d'un héritage oublié, d'un savoir transmis de civilisation en civilisation, depuis une ère antédiluvienne, celle des constructeurs originels. Ils rappellent que les Sumériens, les Égyptiens et les anciens Grecs parlaient tous d'un âge d'or perdu, où les dieux enseignaient aux hommes les secrets des cieux et des nombres. Et si la machine d'Anticythère n'était qu'un écho mécanique de cet âge d'or, imagine un instant la scène. Un savant grec, penché sur son établi, taillant des engrenages d'1 millimètre dans du bronze poli,
traçant les calculs de la Lune et de Mars à la lueur d'une lampe à huile. Il n'invente pas, il reproduit quelque chose. Un modèle plus ancien, dont il détient les fragments. Et si ce modèle venait d'une époque que notre mémoire historique a effacée? En 2017, une équipe d'ingénieurs britanniques a reconstitué la machine, grâce aux images aux rayons X. Lorsqu'ils ont fait tourner la manivelle, les aiguilles se sont mises en mouvement, et les cadrans ont commencé à indiquer les cycles du Soleil, de la Lune, et les éclipses à venir. Tout fonctionnait parfaitement. Un frisson a parcouru la salle, car à ce moment précis, les chercheurs comprenaient qu'ils venaient de ressusciter un savoir vieux de plus de 2000 ans. Et si d'autres machines de ce type reposaient encore sous les mers, des navires chargés de trésors scientifiques, engloutis dans les tempêtes, attendant qu'on les découvre, les fonds méditerranéens sont pleins d'épaves. Et certains archéologues pensent qu'Anticythère n'est que la partie visible d'un iceberg technologique oublié. Une civilisation antique qui aurait atteint un niveau de science que l'histoire officielle ne veut pas encore admettre. Aujourd'hui, la machine d'Anticythère repose au musée archéologique d'Athènes, derrière une vitre. Elle ne bouge plus, mais son silence pèse, parce qu'elle remet tout en question. Notre chronologie, notre orgueil, notre compréhension du passé. Elle murmure que le progrès n'est pas linéaire, que la connaissance naît, s'épanouit, et parfois disparaît, pour renaître bien plus tard sous une autre forme. Alors, la prochaine fois que tu verras une montre, un engrenage, un mécanisme complexe, souviens-toi, ce n'est peut-être qu'une réminiscence d'un savoir plus ancien, un savoir qui dormait dans les profondeurs de la mer Égée, enveloppé d'algues et de sel, attendant que l'humanité soit prête à l'entendre à nouveau. La machine d'Anticythère n'est pas une curiosité, c'est un message venu du passé, disant simplement, vous avez oublié qui vous étiez capable d'être. Les cartes de Piri-Reis, les terres avant le temps. En 1929, dans les sous-sols poussiéreux du palais de Topkapi, à Istanbul, un archiviste tomba sur un parchemin oublié. Une carte ancienne, dessinée à l'encre sur peau de gazelle. Mais ce qu'elle représentait défiait toute logique. C'était une carte du monde, datée de 1513, signée d'un nom mystérieux, Piri-Reis, amiral, navigateur et cartographe de l'Empire ottoman. Mais sur cette carte, quelque chose n'allait pas. L'Amérique du Sud y apparaissait avec une précision troublante, comme si elle avait été cartographiée depuis le ciel. Et plus étrange encore, tout au sud du continent, on distinguait clairement les contours d'un autre territoire, l'Antarctique. Or, l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820, plus de 3 siècles plus tard. Et sur la carte de Piri-Reis, ce continent mystérieux n'était pas recouvert de glace. Il montrait des chaînes de montagnes, des fleuves, des vallées, comme si l'auteur l'avait vu avant qu'elle ne soit gelée. Les experts se sont d'abord moqués. Une erreur de dessin, disait-il. Mais lorsque les relevés sismiques de la terre de la Reine Maude, en 1949, ont révélé la topographie exacte sous la glace, ils ont compris. Le tracé de Piri-Reis était identique. Comment un homme du XVIe siècle aurait-il pu connaître la forme du continent antarctique? Sous plusieurs kilomètres de glace, Piri-Reis, lui, laissait un indice. Dans les marges de sa carte, il avait écrit « Ces terres ont été copiées à partir de cartes très anciennes, dessinées à l'époque d'Alexandre le Grand, et même avant. Des cartes antiques, disait-il, transmises de génération en génération, jusqu'à parvenir entre ses mains à Constantinople. Mais d'où venaient ces cartes originales? Et surtout, qui les avait dessinées? Certaines théories affirment que Piri-Reis aurait eu accès aux archives secrètes de la bibliothèque d'Alexandrie, ou à des documents préservés par les navigateurs arabes, les survivants de civilisations perdues. Mais il existe une hypothèse encore plus fascinante. Et si ces cartes provenaient d'une civilisation antédiluvienne, ayant cartographié la Terre entière bien avant la nôtre? Le géographe américain Charles Hapgood, professeur à l'université du New Hampshire, a étudié la carte de Piri-Reis pendant des années. Son analyse bouleversa la communauté scientifique. Hapgood remarqua que les coordonnées semblaient calculées selon une projection sphérique, comme si le cartographe connaissait la rotondité de la Terre et maîtrisait des techniques de projection géographique qui ne seront redécouvertes que des siècles plus tard. Mais plus encore,
Les détails du relief antarctique étaient exactement conformes à ce qu'on connaît aujourd'hui grâce à la cartographie satellitaire. Hapgood en conclut que la carte de Piri-Reis avait été copiée à partir de documents beaucoup plus anciens, des documents produits par une civilisation qui connaissait déjà la géographie globale de la Terre, avant la dernière ère glaciaire. Et soudain, une question surgit, vertigineuse. Qui cartographia la Terre quand l'humanité était encore tribale? Certaines civilisations anciennes, comme les Égyptiens, les Sumériens ou les Mayas, affirmaient que leur savoir venait d'être venu des étoiles. Les dieux instructeurs, des entités qui leur auraient enseigné les mathématiques, l'astronomie et la connaissance du monde. Piri-Reis, lui, ne prétendait pas avoir compris tout ce qu'il copiait. Dans une note, il avoue humblement « Je ne suis qu'un copiste. J'ai compilé ces cartes anciennes, que personne d'autre n'a pu interpréter. » Son travail n'était donc pas une invention, mais une transmission, le dernier maillon d'une chaîne de savoir, venant d'un passé beaucoup plus lointain. Et si ces cartes avaient traversé les âges, préservées dans des temples, puis copiées par des marins phéniciens, des érudits grecs, des astronomes arabes, avant d'arriver jusqu'à l'amiral ottoman, une mémoire géographique de la planète, transmise dans le secret des siècles. Les archives de Piri-Reis mentionnent d'autres cartes similaires, celles de l'Inde, de l'Afrique et même des terres inconnues du Sud. Toutes montrent des côtes parfaitement alignées, comme si elles avaient été dessinées depuis une altitude considérable, impossible pour l'époque. Certains chercheurs osent dire que ces cartes sont la preuve d'une civilisation préglaciaire avancée, disparue après une catastrophe planétaire, une culture capable de naviguer, de mesurer et de calculer, bien avant l'apparition de nos empires connus. Et lorsque l'on compare la carte de Piri-Reis aux représentations modernes du globe, un détail donne le vertige. Les positions des continents y sont calculées, avec une précision géographique correspondant à un modèle, centré sur l'Afrique de l'Ouest, le point exact où les navigateurs antiques auraient pu établir une base d'observation mondiale. Était-ce un hasard ou le vestige d'une science perdue? Certains fragments de textes anciens parlent d'une époque où les mers étaient libres de glace et où les hommes connaissaient les routes des étoiles. Des descriptions qui résonnent étrangement avec la topographie non gelée de l'Antarctique. Et si ces cartes étaient la mémoire fossile de ce monde oublié, avant le grand gel, avant le déluge, avant que la Terre ne bascule? En 1956, les pilotes américains de l'US Air Force ont comparé la carte de Piri-Reis aux photographies aériennes. Leur conclusion officielle fut choquante. La carte montre les côtes de la Terre de la Reine Maude, avec une exactitude géographique parfaite. Puis, plus rien. Le dossier fut classé confidentiel. Aujourd'hui encore, la carte de Piri-Reis repose au musée du palais de Topkapi, à Istanbul, protégée de la lumière, gardée comme une relique. Certains visiteurs y voient un simple chef-d'œuvre de cartographie, d'autres un message gravé à l'encre, par la main d'un homme qui copia des connaissances, venu d'un autre âge ou d'un autre monde. Et si, un jour, d'autres fragments apparaissaient, d'autres cartes antiques, d'autres preuves, montrant que notre monde moderne n'est qu'un recommencement, la carte de Piri-Reis ne montre pas seulement la Terre, elle nous montre notre amnésie, car elle prouve que l'humanité a déjà su, déjà vu, déjà mesuré le monde, puis oublié. Elle est un rappel silencieux, dessiné sur la peau d'un animal, que la vérité de notre passé n'est peut-être pas celle qu'on nous enseigne. Et au détour d'un vieux parchemin, Piri-Reis, l'amiral du monde, semble murmurer à travers les siècles. Nous ne découvrons rien. Nous redécouvrons ce que les anciens savaient déjà. Les cristaux de l'Atlantide, l'énergie des dieux. On raconte qu'avant les pharaons, avant même les premiers royaumes de Sumer, il existait un continent oublié, un empire de lumière et de science, l'Atlantide. Selon les anciens textes, ces cités étincelaient d'une énergie si pure qu'elle semblait vivante. Cette énergie, disait-il, venait des cristaux sacrés, des pierres capables de capter, concentrer et transmettre la force de l'univers. Pendant des millénaires, l'Atlantide fut considérée comme un mythe, un rêve né sous la plume de Platon. Mais aujourd'hui, certains fragments d'histoire et d'étranges découvertes archéologiques
semble redonner corps à la légende, car au fond des océans, et dans les temples les plus anciens du monde, on retrouve la trace d'un même symbole, le cristal rayonnant, le cœur de lumière des anciens dieux. Platon affirmait que les Atlantes tiraient leur puissance d'un pouvoir central situé au cœur de leur cité, Poseidonia, alimenté par des cristaux gigantesques. Ces cristaux captaient l'énergie cosmique et la distribuaient à travers la cité entière, pour l'éclairage, les transports et même la guérison. Une technologie basée non pas sur le métal ou la vapeur, mais sur la résonance vibratoire. Des siècles plus tard, les Mayas, les Égyptiens et les peuples andins parlaient eux aussi de pierres vivantes, capables d'entrer en harmonie avec le soleil. Dans leurs temples, on trouve encore des salles de quartz, des blocs de cristal taillés avec une précision impossible, sans outils modernes. Pourquoi cette obsession mondiale pour le cristal? Simple croyance ou souvenir d'une science oubliée? En 1924, un explorateur britannique, Frederick A. Mitchell-Edge, affirma avoir découvert au Honduras un crâne de cristal parfaitement taillé, transparent, lumineux, sans aucune trace d'outil. Les ingénieurs du XX siècle n'ont jamais pu reproduire sa perfection. Chaque angle, chaque courbe, semble calculé pour réfléchir la lumière, comme un prisme d'une précision atomique. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un dispositif optique, ou même d'un ancien enregistreur d'informations, comme si le cristal avait été utilisé, non pas comme un bijou, mais comme un support de mémoire. Et si les Atlantes avaient maîtrisé une technologie basée sur la vibration, la fréquence et la géométrie sacrée du cristal, des expériences modernes prouvent que le quartz peut stocker et transmettre des données, et qu'il réagit aux impulsions électromagnétiques. Nos montres, nos ordinateurs, nos lasers fonctionnent grâce à ce même principe, la résonance du cristal. Et si notre technologie actuelle n'était qu'une pâle réminiscence de ce que l'Atlantide possédait déjà, des légendes racontent que lors de la chute du continent, les grands prêtres tentèrent de sauver leurs cristomètres. Ils les auraient cachés dans des chambres souterraines, des pyramides et des temples, en attendant le retour du temps de la lumière. Certains affirment que ces chambres existent encore, au Yucatan, sous le plateau de Gizeh, et même dans les montagnes du Tibet. Là, reposeraient encore des cristaux de plusieurs tonnes, scellés dans la pierre, toujours actifs, pulsant à une fréquence que l'oreille humaine ne perçoit plus. En 1977, un plongeur au large des Bahamas, près du triangle des Bermudes, aurait aperçu sous les eaux une pyramide translucide, entièrement faite d'un matériau cristallin. Elle semblait intacte, et au sommet, disait-il, un étrange rayon lumineux émanait de son apex. Les scientifiques ont balayé l'histoire d'un revers de main, mais des relevés sonars ont confirmé la présence de structures géométriques enfouies à plus de 700 mètres de profondeur, des vestiges ou les ruines d'un monde que la mer a englouti. Les textes hermétiques parlent de la puissance de la lumière concentrée et des prêtres capables de canaliser l'énergie des étoiles par l'intermédiaire de pierres sacrées. Cette science divine aurait été transmise aux Égyptiens par les survivants de l'Atlantide. Et si la grande pyramide de Gizeh n'était pas un tombeau, mais un amplificateur d'énergie, les chambres internes, alignées avec les constellations, semblent conçues pour canaliser le flux cosmique. Et au cœur du monument, des cavités contiennent encore des traces de quartz, des fragments de la technologie atlante. Les Atlantes, selon la tradition, ne voyaient pas la matière comme nous. Pour eux, tout vibrait. Tout était énergie, fréquence, résonance. Les cristaux étaient les ponts entre le monde visible et invisible. Certains initiés affirmaient même que ces pierres pouvaient contenir une conscience, des mémoires vivantes capables de transmettre des visions, des sons, des savoirs. Et si les crânes de cristal étaient précisément cela, des archives d'un monde disparu? Dans les années 1980, des chercheurs en acoustique ont découvert que les cristaux soumis à certaines fréquences produisaient des ondes électromagnétiques, similaires à celles générées par nos appareils modernes. Un champ énergétique qui, à grande échelle, pourrait théoriquement alimenter une cité entière. Coïncidence ou preuve d'une science vibratoire oubliée? La légende veut qu'à la fin de leur civilisation, les Atlantes aient abusé de leurs cristaux. Ils auraient cherché à intensifier leur puissance,
déclenchant une réaction incontrôlable, une onde de choc énergétique, qui aurait fracturé la croûte terrestre et englouti le continent tout entier. Les cristaux des dieux seraient alors devenus les témoins silencieux de leur propre destruction. Aujourd'hui, des chercheurs, des mystiques, des physiciens continuent d'étudier les propriétés étranges du quartz. Certains prétendent que certaines montagnes, comme celles du mont Shasta ou de l'Himalaya, sont des antennes naturelles, reliées aux anciens réseaux énergétiques de la Terre. Un réseau que les Atlantes connaissaient peut-être mieux que nous. Car au fond, l'histoire de l'Atlantide n'est peut-être pas celle d'un continent perdu, mais celle d'une mémoire perdue, celle d'une humanité qui avait compris que la matière et l'esprit ne font qu'un, et que le cristal est la clé entre les deux. Aujourd'hui, dans les laboratoires modernes, les scientifiques cherchent à créer des ordinateurs quantiques basés sur le cristal, des machines capables de stocker des milliards d'informations dans une simple pierre transparente. Et pendant ce temps, dans les temples mayas et les pyramides égyptiennes, les anciens nous regardent en silence. Eux, ils savaient déjà, peut-être que, quelque part, sous les eaux bleues de l'Atlantique, dans un temple endormi, les cristaux de l'Atlantide brillent encore faiblement, comme des cœurs endormis, attendant que l'humanité se souvienne. Car si l'Atlantide a vraiment existé, alors elle ne nous a pas quittés. Elle vit encore dans chaque fragment de lumière, dans chaque vibration, dans chaque cristal qui palpite entre nos mains. Les civilisations disparues, héritage des mondes avant le temps. À travers les âges, la planète a vu naître des peuples dont la mémoire s'est effacée. Des civilisations qui ont bâti des villes de pierre, des observatoires astronomiques, des réseaux énergétiques et des œuvres qui défient le temps. Pourtant, malgré leur grandeur, elles ont disparu, laissant derrière elles seulement des fragments, des énigmes, des témoignages silencieux de ce qu'elles étaient. Prenons par exemple la cité de Göbekli Tepe, dans les plaines arides de l'Anatolie moderne. Datée d'il y a plus de 11 000 ans, elle précède les pyramides d'Égypte et les zigguras sumériens. Des piliers colossaux, sculptés de symboles et de créatures étranges, forment des cercles concentriques. Pourtant, cette civilisation ne connaissait pas l'agriculture avancée, ni l'écriture. Et pourtant, elle a élevé ces structures monumentales. Comment un peuple supposé primitif a-t-il accompli ce prodige architectural? À l'autre bout du monde, dans les Andes, se dressent les ruines de Tiwanaku, avec ses pierres de plusieurs tonnes, alignées avec une précision millimétrique. Aucune technologie connue à l'époque ne pourrait expliquer comment ces blocs ont été taillés, transportés et assemblés. Les anciens racontent que ces cités étaient alimentées par des énergies invisibles, canalisées par des monuments sacrés, et qu'elles avaient des connaissances astronomiques, bien plus avancées que ce que nous attribuons à leur époque. Dans l'océan Atlantique, Platon décrit l'Atlantide, une cité mythique, noyée sous les eaux, mais si précise dans ses récits, qu'elle correspondrait à un complexe urbain avancé, doté de canaux, de ponts et de technologies d'avant notre temps. Les légendes disent qu'elle était un centre de savoir, où les Atlantes maîtrisaient l'énergie des cristaux, la gravité et la vibration de la matière. Des indices de cette science perdue apparaissent dans tous les coins du monde. Des crânes de cristal, des pierres mégalithiques, des cartographies impossibles. Les Sumériens, il y a plus de 5000 ans, mentionnent les Anunnaki, des êtres venus du ciel, qui enseignèrent l'agriculture, l'écriture et la métallurgie. Les tablettes anciennes évoquent des savoirs scientifiques, qui dépassent ce que l'on croyait possible pour l'époque. Et si ces dieux étaient en réalité des témoins d'une science ancestrale, transmise par les survivants d'un monde plus ancien, aujourd'hui disparu, même l'Égypte nous intrigue. La précision de la grande pyramide de Gizeh, son alignement avec Orion, ses chambres internes aux angles parfaits, tout indique une connaissance mathématique et astronomique, qui dépasse ce que les historiens attribuent aux pharaons. Et pourtant, ces pharaons disent qu'ils ont reçu leur savoir de leurs ancêtres, et que leurs ancêtres avaient déjà oublié beaucoup de choses. Partout sur la planète, les vestiges de ces civilisations disparues semblent raconter la même histoire. Des peuples capables de maîtriser la pierre, de comprendre les étoiles, de manipuler l'énergie et le temps. Puis, soudain, le silence. Les cités s'effacent, englouties par la mer,
ensevelies sous le sable, ou détruites par des catastrophes naturelles. Mais leur héritage reste. Il se cache dans les pyramides, les dolmens, les cartes anciennes, les artefacts impossibles et les légendes qui traversent les siècles. Le manuscrit Voynich, les cartes de Piri Reis, les crânes de cristal, les portails de Ayumarca, tous ces fragments pointent vers un monde oublié. Un monde où la science et le spirituel coexistaient, où l'homme connaissait plus qu'il n'aurait dû, où la mémoire du passé était codée dans les pierres, la lumière et les symboles. Des chercheurs contemporains ont tenté de reconstituer ce savoir. Mais à chaque découverte, une nouvelle énigme apparaît, comme si l'histoire ancienne n'était pas conçue pour être complètement comprise, mais pour éveiller la curiosité et la vigilance. Car ces civilisations disparues nous rappellent une vérité simple. La grandeur humaine ne commence pas avec nous. Elle commence bien avant, dans les vestiges silencieux d'êtres qui nous ont précédés, qui ont rêvé, calculé, mesuré et créé. Peut-être qu'un jour, en explorant une grotte, un temple ou les profondeurs de l'océan, nous retrouverons des fragments de cette science perdue. Peut-être que nous comprendrons enfin comment ils ont fait ce que nous croyons impossible. Et alors, la frontière entre mythe et réalité disparaîtra. Nous réaliserons que l'humanité a déjà touché les étoiles, que nous avons déjà connu la lumière et le savoir, et que le temps n'est qu'une boucle, dans laquelle nous redécouvrons ce que nos ancêtres ont perdu. Ces civilisations disparues ne sont pas seulement des vestiges. Elles sont des enseignements, des avertissements et des invitations. Elles nous disent, le savoir est infini. Cherchez au-delà du visible. Souvenez-vous. Et un jour, vous retrouverez ce qui a été oublié depuis le commencement des temps. Aujourd'hui, lorsque nous marchons sur les ruines, ou que nous contemplons le ciel à travers des monuments anciens, nous ressentons une présence, un écho de ceux qui ont vécu avant nous, qui ont créé, exploré et disparu. Leur héritage est partout, dans les pierres, les étoiles et dans les rêves de l'humanité. Et peut-être qu'en cherchant, en explorant et en écoutant attentivement, nous pourrons, enfin, reconnecter les fils de l'histoire et révéler les secrets des mondes avant le temps.